Effectivement, donc moi je suis Abdelkader Mansour, donc un des directeurs généraux au sein du groupe SOS et je suis en charge de plusieurs pôles d'activité, entre autres effectivement le pôle addiction qui représente à peu près une cinquantaine de centres de soins en addictologie sur l'ensemble du territoire, mais également ce qu'on appelle le pôle soins avec hébergement temporaire destiné à des personnes toujours sans domicile fixe, mais atteintes de pathologies lourdes et invalidantes, voire des personnes en situation sanitaire dégradée sur l'ensemble du territoire. Et parallèlement, je dirige également ce qu'on appelle le pôle santé communautaire et lutte contre les discriminations, en dirigeant les 3 associations de lutte contre le VIH-Sida et les hépatites, mais également l'accompagnement des personnes en situation de prostitution. Voilà pour ma petite présentation très rapide en ce qui me concerne. Effectivement, je vais avant tout rebondir sur les propos de Monsieur Hirsch et effectivement remercier Myriam de son intervention parce que je pars d'un principe et nous partons d'un principe que la meilleure des paroles est avant tout celle des personnes que nous accompagnons puisque c'est elles qui vivent et à partir de là, effectivement, c'est comment s'appuyer de leur force pour justement être force de proposition et d'être dans cette amélioration continue de l'accompagnement des personnes en grande difficulté. Pour répondre à vos questions, c'est vrai que la première chose qui, moi, m'a marqué avant tout, ça a été cette peur qui s'est installée, cette peur qu'il a fallu accompagner auprès des personnes accueillies, mais également auprès de nos professionnels. Et cette peur qui n'a eu de cesse d'être accentuée par les médias, l'évolution de la situation sanitaire. Voilà. Donc ça a été un exercice extrêmement complexe les premières semaines de confinement. Qu'il a fallu d'une part accompagner. D'autre part, effectivement, moi, ce qui m'a personnellement et professionnellement, en tout cas, le plus marqué, qu'il était dirigeant associatif, ça a été surtout de ne pas pouvoir répondre aux besoins des personnes que nous accompagnons, et ce, dans de bonnes conditions. Une grande majorité des personnes que nous accompagnons dans leur démarche de soins sont, de par leur situation de grande précarité, sans domicile fixe, et en même temps, on ne disposait pas suffisamment de places d'hébergement d'urgence, ou alors on avait des places d'hébergement d'urgence, mais qui n'étaient absolument pas adaptées pour favoriser en tout cas un meilleur confinement, pour éviter tous les risques sanitaires et les risques de contamination, puisque nous étions dans cette découverte des modalités de contamination. C'est vrai qu'effectivement, ça a été une très grosse problématique. Je le vois au travers d'un de nos centres d'hébergement d'urgence spécialisés justement sur l'accueil des personnes consommatrices de produits psychoactifs, où là, nous avons une capacité de 30 places d'hébergement sur Paris et 30 places d'hébergement d'urgence sur Marseille. Et du fait des recommandations, des préconisations, il a fallu que nous réduisions un maximum cette capacité, et par définition, ça voulait dire qu'effectivement, on se retrouvait en difficulté pour les autres personnes, qui on accueille, qui on n'accueille pas. Et en même temps, celles que nous puissions, en tout cas à ce moment-là, accueillir, quelle solution? La grande difficulté dans laquelle nous nous sommes retrouvés très rapidement, ça a été de trouver des places d'hébergement. On a fait appel à l'ensemble de nos partenaires, qu'ils soient associatifs ou privés, pour essayer de trouver des hôtels qui, à ce moment-là, étaient en activité réduite, voire quasi inexistante, et de pouvoir mobiliser ces places d'hébergement d'urgence. Il nous a fallu quasiment 3 semaines pour arriver à trouver des places, et ensuite, effectivement, mettre en place ces personnes à l'abri, d'une part, mais au-delà de les mettre à l'abri, ça a été aussi de mettre en place tout le process de leur permettre d'avoir accès à l'alimentation, d'avoir accès au matériel nécessaire dans le cadre de leur consommation. Donc toute cette mécanique a dû être mise en place au fur et à mesure, avec toutes les difficultés. Parallèlement, et pour rejoindre les propos de Myriam, c'est vrai qu'effectivement, dans le cadre d'autres dispositifs que nous avons, en l'occurrence sur ce qu'on appelle l'intermédiation éducative. Donc ces familles étaient effectivement bloquées chez elles, avec une incapacité de pouvoir accéder à l'alimentation. Donc on a essayé d'être un peu innovant et de réfléchir, mais comment faire? On s'est appuyé dans nos organismes Andes pour avoir des fruits et des légumes, et de là on s'est dit, mais comment régler la problématique de la livraison
Donc, du coup, naturellement, on s'est retourné vers nos jeunes consommateurs qui, dans le cadre d'un programme qu'on appelle Tapage, le travail alternatif et à la journée, et qui eux-mêmes étaient dans une très grande difficulté. Et on s'est dit, bah tiens, ils sont dans une grande difficulté, ils ont envie de se rendre utiles, et ben on va essayer d'innover et de mettre en place ce petit programme rapidement de livraison. Donc, c'était pas une solution, mais en tout cas, ça a permis un minimum de pouvoir apporter effectivement ces fruits et ces légumes auprès des personnes, y compris dans le cadre de la prise en charge en hôtel, en tout cas des personnes consommatrices de produits psychoactifs. Pareil, il a fallu qu'effectivement on mette en place un peu ces portages dits de repas, mais au-delà de portage de repas, ce qu'il a fallu aussi mettre en place, c'est aussi un accompagnement psychosocial, c'est être à l'écoute, donc mise en place des équipes mobiles de manière à maintenir le lien avec ces publics, par définition qui étaient déjà en grande difficulté, mais là, qui se retrouvaient par ailleurs isolés. Donc ça a été un exercice très complexe à mettre en place, mais bon an mal an, on y est arrivé, mais on s'est surtout, et là effectivement je tiens à l'insister, on s'est surtout appuyé aussi des personnes elles-mêmes, c'est-à-dire à partir de leurs besoins et au-delà de leurs besoins, c'est comment vous pouvez nous aider effectivement à travailler. On s'est retrouvé en difficulté effectivement au même titre que tout le monde, c'est-à-dire avec une réduction de nos effectifs, nos soignants par définition. Donc, il a fallu innover. Au-delà de ça, ce qui m'a également marqué, ça a été aussi d'avoir un public, principalement en manque de produits. Et là, il a fallu être extrêmement innovant. Et la force associative a permis effectivement de mettre en place tout un système d'inclusion de ces personnes, justement pour les accompagner dans une initialisation à la substitution. Donc ça, il a fallu qu'effectivement l'ensemble du milieu associatif puisse en tout cas travailler de concert pour favoriser justement ces nouvelles inclusions. Ce qui n'a pas été simple parce qu'effectivement, comme le disait en préambule Anne-Caroline, pardon. Donc, c'est vrai qu'effectivement, on s'est retrouvé également avec un public nouveau qu'on ne connaissait pas, principalement sortant de prison, des sorties sèches, et pour lequel, effectivement, il se retrouvait dans de très grosses difficultés et pour lequel il a fallu également un minimum apporter une réponse. Cette situation, elle nous a amené plusieurs fois à nous poser des questions, mais comment faire ? Voilà. Laissons place à l'innovation, laissons place à la réflexion, mais surtout laissons la place aux personnes que nous accueillons de manière à ce que, effectivement, ces solutions, même hybrides soient-elles, puissent être co-construites avec les personnes concernés et les professionnels. Donc, c'est comme ça qu'on a avancé au fur et à mesure, mais avec une véritable frustration de ne pas avoir effectivement mieux anticipé d'une certaine manière l'ensemble de cette situation. Et je dirais qu'une des grandes difficultés dans laquelle on s'est retrouvé également, ça a été constamment de compter malheureusement le nombre de personnes présentant des symptômes Covid et parallèlement le nombre de décès au fur et à mesure des personnes que nous accompagnons. Donc ça a été une vraie difficulté, une vraie souffrance d'une part pour les personnes, mais surtout également pour les professionnels de santé. Parce qu'on me pose la question sur le doute et le dilemme, c'est vrai que je me suis posé la question plutôt en me disant mais quelle réponse je peux apporter. Et là je me suis plutôt posé j'ai plutôt posé ma réponse à partir de moi en tant que personne. Lorsque moi je me suis engagé il y a plus de 20 ans dans la lutte contre les exclusions, je savais qu'il fallait que je fasse un maximum dans la mesure du possible, en tout cas pour venir en aide aux plus démunis. Ça c'est ma conviction première en tant que personne, mais c'est également ma conviction professionnelle. Et face à cette crise sanitaire, et face à l'ensemble de ces difficultés, j'avoue qu'à un moment donné, je me suis posé la grande question, mais est-ce que moi, en tant que dirigeant associatif, j'apporte les bonnes réponses ? Personnellement, j'ai été véritablement très mal à l'aise. D'une part parce que, oui, moi j'ai l'avantage d'avoir un toit, oui, j'ai l'avantage d'avoir accès à manger, et de l'autre côté, je sais que il y a des personnes qui sont à la rue, qui n'ont accès à rien. Il a été extrêmement difficile, ne serait-ce que d'avoir accès à l'alimentation, mais ne serait-ce que d'avoir accès à de l'eau, tout simplement, et qu'il a fallu effectivement bousculer pour que on puisse, ne serait-ce que sur Paris, et effectivement la mairie de Paris,
d'autres mairies ont favorisé effectivement l'accès à l'eau. Donc pour moi, ça a été un grand dilemme, et personnel et professionnel. Et ensuite, effectivement, je me suis posé la question, mais comment mieux accompagner ces publics les plus vulnérables face à cette crise, mais de manière générale face à une crise sanitaire. Et surtout, comment ne plus reproduire ce que nous avons vécu avec une meilleure organisation. Donc ça, c'est un des grands points, effectivement, une des grandes questions que je me pose et que je pose à l'ensemble des cadres dirigeants, c'est comment améliorer ceci. Sur les préconisations, c'est vrai qu'on pourrait avoir une liste de préconisations. Donc, mais ce qui ressort principalement, en tout cas, de notre tour d'expérience, ce que nous avons vécu, nous, en tant que professionnels, c'est le manque d'une coordination. Alors que pendant plusieurs années, on nous a habitués à avoir une meilleure organisation entre la puissance publique et les associations, on va dire, les professionnels de santé au sens large. Et aujourd'hui, effectivement, force est de constater que, oui, il y avait une organisation tout en étant désorganisée. Et là, effectivement, je rejoins le docteur effectivement sur ses propos. Donc, il a fallu qu'effectivement, on puisse, en tout cas, qu'on nous laisse la possibilité de pouvoir, en tout cas, proposer à la puissance publique des solutions, même si ce ne sont pas des solutions palliatives, mais au moins c'était des solutions. Pour la situation des équipements de protection individuelle, je ne rentrerai pas dans ce débat, mais pour nous, y compris nous, en tant que professionnels de santé, on s'est posé la question, mais face à cette situation, on n'est pas en capacité de pouvoir avoir ces stocks suffisants. Donc déjà, ça, c'est un point effectivement sur lequel, au-delà de la puissance publique, il faut que le monde associatif soit suffisamment étayé de manière à pouvoir être prêt en cas d'une nouvelle crise sanitaire. Il est à mon sens urgent également de revoir je dirais, le fonctionnement des dispositifs dits d'hébergement d'urgence et surtout les hébergements dits collectifs. Il est important qu'aujourd'hui, au vu de ce retour d'expérience, que nos dispositifs d'hébergement d'urgence, quelle qu'en soit la nature, soient revus de manière à se préparer à une autre crise sanitaire comme on a pu la connaître aujourd'hui. Les centres d'hébergement d'urgence collectif doivent être retravaillés individuellement de manière à favoriser justement la mise en place lors d'une crise sanitaire d'un meilleur confinement des personnes et non pas de se retrouver en difficulté, mais comment on fait. Donc ça, c'est une des grandes, en tout cas en ce qui nous concerne, effectivement, une des grandes questions sur l'ensemble de nos hébergements dits collectifs. Ensuite, c'est vrai que je dirais que la puissance publique, elle doit produire des recommandations. Mais en même temps, ces recommandations, comme on l'a vécu aujourd'hui, elles étaient extrêmement compliquées à interpréter et à mettre en place. Il me semble qu'aujourd'hui, on doit être en capacité, et on a la possibilité de le faire, de réfléchir sur des recommandations, mais qui soient vraiment pratico-pratiques. Et pour ça, il faut s'appuyer véritablement des personnes que nous accueillons, mais au-delà des personnes, mais également du milieu associatif. Et je conclurai parce que le côté collaboration associative a permis aussi de mettre en place de nouvelles réponses, la mise en place d'équipes mobiles entre le médico-social et le social, l'idée étant effectivement de décloisonner un peu tous ces dispositifs qui sont très fonctionnement polaire, alors qu'aujourd'hui on a cette capacité de pouvoir réfléchir justement sur une transversalité pour répondre un minimum aux problématiques qu'on rencontre. Et enfin, parce que j'aime bien le placer, je pense qu'un retour d'expérience entre le milieu associatif, les personnes accueillies et nos interlocuteurs représentants de l'État serait nécessaire justement pour se préparer à une meilleure, non j'exagère, excusez-moi du terme, mais en tout cas à une nouvelle crise qui pourrait venir rapidement. Voilà, en gros, mon retour d'expérience et qui est très succinct, mais que je voulais vous faire partager. Merci, merci aussi à vous. Merci beaucoup pour ces constats, ces analyses qui sont très précieux. Donc, j'en retiens certains, hein. Les associations n'ont pas été assez étayées sur la question des stocks de nourriture, sur la question de l'accès à l'eau, par exemple. Je retiens aussi le fait que les directives étaient compliquées. Peut-être que vous pourriez donner des exemples de directives compliquées, contradictoires. Est-ce que vous en auriez ? Alors,
J'en aurais plus. J'en aurais plus. Mais effectivement, bon, un des grands sujets a été effectivement le port du masque. Ça, c'est une chose. Mais est-ce qu'on doit porter le masque ou pas? À quel moment on doit le porter? Qu'est-ce que c'est un cas contact? Un véritable cas contact? Il a fallu effectivement redéfinir. Et au-delà de ces deux exemples, on a également dû mettre en place effectivement des procédures qui soient très simples et faciles à mettre en place, ne serait-ce que sur l'entretien. Parce que comme on avait des messages contradictoires, il a fallu avec notre direction qualité, qu'on puisse en tout cas réfléchir au mieux en fonction de l'organisation des différents dispositifs et des services, comment cette procédure pouvait s'adapter au réel. On a été en difficulté sur toute la partie accompagnement à l'hygiène. C'est vrai qu'effectivement, le CIPIAS, qui est un organisme, a été très aidant. Mais pour ça, il a fallu quand même qu'on bataille pour pouvoir avoir un accès au CIPIAS, en l'occurrence, parce que notre secteur médico-social qui somme toute est très différent, en tout cas du secteur PAPH, personnes âgées, personnes handicapées. Néanmoins, effectivement, le secteur PDS, personnes à difficultés spécifiques, faisait qu'effectivement, il a fallu qu'on applique ces directives en tenant compte de la réalité des établissements. Quand effectivement, avec SAPA, les centres de soins en addictologie, il a fallu réduire l'activité et simplement rester sur le minimum, à savoir l'accompagnement des personnes sous substitution. Il a fallu également organiser tout un système de filtration entre l'extérieur et l'intérieur, justement pour éviter qu'à un moment donné, on se retrouve confiné à l'intérieur d'un établissement avec des problématiques liées au fonctionnement d'aération. Sur la partie aération, ça a été extrêmement compliqué entre les directives et les recommandations et la réalité terrain. Des grosses chaleurs, par exemple, effectivement, oui, on avait des recommandations qui préconisaient le fait d'éviter les climatisations et en même temps, et les ventilateurs, et en même temps, on n'avait pas forcément les espaces qui permettaient une aération optimum, en tout cas, sur les sujets. Donc, il y a eu beaucoup de recommandations qui ont été très, à mon sens, littéraires, et en même temps très déconnectées de la réalité du pratico-pratique. Je vous remercie, c'est plus clair. Merci beaucoup.